mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama le podcast aujourd'hui. C'est toi qui m'as contactée sur Instagram, encore une fois. J'ai été très, très, très agréablement surprise de découvrir ton compte. C'est le premier compte que je suis qui est en lien avec les rites, les traditions ancestrales afférents à la naissance en France et en Europe. Un contenu extrêmement riche, donc c'était avec un immense oui que je me suis précipitée pour t'avoir au micro pour que tu puisses partager tout ton savoir, toute ton expérience, en tout cas, et toutes tes recherches autour de ces traditions ancestrales qui, cette fois, eh bien, j'ai envie de dire, sont nos racines européennes. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et nous présenter ta vie de petite famille. Très bien. Et du coup, je suis Célia, et si je devais un petit peu situer ma parole, enfin dire d'où je parle, et du coup, je suis une femme cis blanche. Je suis mère de famille et je suis doula et éducatrice des jeunes enfants. Et dans la famille que j'ai créée avec mon compagnon, nous avons 2 enfants qui ont 7 ans et 11 mois. Ouais. Et j'habite en région parisienne, à Pantin. En réalité, principalement, je m'occupe de mes enfants et de mon bébé. Alors, si on revient un petit peu sur toi, sur ta maternité, en plus là, t'es en plein dedans aussi encore tout récemment avec ton dernier. Peut-être si on revient sur des moments phares, clés qui ont marqué ta maternité et notamment si tu peux nous dire aussi si tu as au cours de ta grossesse, de tes grossesses, de tes accouchements, toi-même pratiqué des rituels ancestraux notamment. Oui. Alors, effectivement, le fait que je sois devenue doula et éducatrice de jeunes enfants aujourd'hui, c'est l'arrivée de mon premier enfant. Le fait de devenir mère qui a changé un petit peu ma perspective. J'étais déjà dans le domaine de l'éducation, mais avant cela, ce qui m'avait vraiment intéressée, c'était plutôt l'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend, que ce soit dans l'école ou hors de l'école. Voilà, j'ai un master en sciences de l'éducation, je me suis spécialisée en innovation pédagogique, j'ai une formation Montessori. Voilà, donc c'est le fait de devenir mère et aussi le fait d'accompagner la naissance de ma nièce qui a changé les choses pour moi. Ouais. Voilà, du coup, assez rapidement après la naissance de mon fils, j'ai créé mon association. Voilà, où du coup, c'est un café des parents et des enfants où on accompagne la parentalité, on accompagne les mères, notamment celles qui sont en grande précarité et logées au SAMU social. Voilà, et du coup, j'ai effectivement, en tout cas pour cette deuxième grossesse, fait des rituels parce que pour la première, je connaissais rien de tout cela. J'étais pas doula encore. Voilà, mon aîné est né en 2015. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué en fait, et que c'était aussi ça que je voulais retrouver en devenant doula. C'était aussi célébrer ces passages, c'était aussi remettre de la sacralité. Et du coup, quand j'ai découvert l'univers des doulas, ça m'a vraiment semblé évident. Et du coup, pour cette deuxième grossesse, je me suis fait plaisir. Ouais, j'imagine. J'ai fait des rituels avant de tomber enceinte, pendant ma grossesse, notamment un mama blessing avant d'accoucher. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un cercle de relevailles, et bien pour célébrer la fin du coup de ces 40 jours postpartum.
de cette quarantaine, comme on dit. Et du coup, c'était 2 instants très beaux et j'ai vraiment particulièrement aimé du coup ce cercle de clôture que j'ai trouvé qui était pas si courant, mais qui moi m'a vraiment beaucoup apporté, m'a permis justement de déposer ce qu'il y avait à déposer. Voilà, c'était très beau, très émouvant. Et puis bien sûr, dans les deux, j'ai abondamment saupoudré tout ça de traditions européennes, donc c'était vraiment chouette. Tu peux dire aujourd'hui que cette façon, ces rituels que tu as mis en place pour la naissance de ton deuxième enfant t'ont vraiment aidé, mieux armé et en tout cas pour incarner au mieux ta maternité et accepter tout ce qui va avec, les vagues émotionnelles ou autres que l'on peut avoir. Est-ce que vraiment ces rituels t'ont permis tout ça? Oui, alors, enfin, je sais pas si ça m'a mieux armée parce que ça, c'est aussi tout le travail que j'ai fait en tant que doula. Bien sûr, oui. Mais en tout cas, oui, ça a été clairement un soutien émotionnel et spirituel. Enfin, après, bien sûr, ça dépend des personnes, mais en tout cas, pour moi, c'était important de marquer ces transformations, de marquer ces étapes. Je saurais pas comment expliquer Ouais. exactement parce que c'est des choses un peu subtiles, mais oui, de les incarner mieux, en fait, de les, en quelque sorte, digérer. Alors comment tu t'es dirigée, tu as cheminé vers ces traditions ancestrales? C'est quelque chose qui t'a toujours passionnée ou c'est vraiment la maternité qui a révélé cette passion? Euh, alors, c'est plus en réalité en devenant doula, enfin, Ouais, comment dire, si j'ai toujours senti cette chose qu'on avait besoin de marquer ces étapes avec des rituels, mais c'est pas que ça qui m'intéresse, c'est vraiment, en fait, tout, de comprendre ouais, aussi d'où nous venons. ouais, Euh, Parce qu'en fait, quand j'ai découvert le métier de doula, j'ai voulu, comme tout le monde, acquérir des outils pour mieux accompagner les jeunes ouais. parents, notamment en postpartum. Du coup, j'ai découvert tout ce monde en fait que je connaissais absolument pas. Mmh, Voilà, de soins rebozo, de cuisine ayurvédique, de mmh. yoga périnatal, de concept Ouais, de mois d'or. Ça, c'était vraiment quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Et moi, dans mon expérience de maternité avec mon fils, quand il est né, j'ai vécu en quelque sorte un mois d'or sans connaître ce que c'était, mais parce que aussi dans ma famille, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit. Quand on a des enfants, et on a sa mère ou sa sœur qui vient s'occuper de nous et c'est ouais, normal. Et nous, on reste assis sur son canapé ou tranquille avec quelqu'un qui s'occupe de nous. C'était quelque chose qui était ça déjà présent dans ma famille. Et puis dans la famille de mon compagnon aussi parce qu'il est d'origine camerounaise. Donc en fait d'accord. tout ça c'était normal. Et quand on a eu notre fils, tout le monde s'est occupé de nous et voilà, nous on a kiffé quoi. Ouais, Et c'est super. vraiment en devenant doula que j'ai Ouais, découvert cette autre réalité que souvent en fait les jeunes parents sont très seuls et que les personnes qui enfantent aussi parce que souvent l'autre parent retourne travailler quoi. Donc ça là je suis un petit peu tombée des nues vraiment quand on m'a parlé de ça au départ je dis pourquoi faire. oui, Et en fait je me suis ouais. dit ah oui, alors effectivement et en fait il y a un gros besoin quoi. Mais donc j'étais très naïve à propos de ça. Donc voilà, donc bien sûr j'ai souhaité me former. Et puis j'ai notamment la toute première formation que j'ai faite quand j'ai voulu devenir doula, ça a été le rebozo. Et pour Oui, moi, ça a vraiment été une formidable découverte autour du massage. Enfin, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de dire massage, qu'il fallait dire toucher bien-être. ouais. Donc peu importe. Je le savais pas, donc tu m'apprends quelque chose aussi. OK. Enfin voilà, en tout cas, peu importe le fait d'aller toucher l'autre, de lui apporter de la Ouais, bienveillance. Et c'était vraiment quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. C'était un peu l'idée, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. ouais, Parce que moi j'avais vraiment une vision, comment dire, un peu classiste que finalement ces soins du corps, ce truc de bien-être, c'était réservé un petit peu à des gens qui avaient des moyens et oui. que c'était pas vraiment quelque chose d'indispensable. Mmh. Et voilà, et moi j'avais jamais été cliente, utilisatrice de Ouais, ce genre de choses quoi. Mais donc je me trompais. ouais. Je pense que c'est essentiel et que moi ça m'apporte énormément dans ma pratique. Je trouve que c'est tellement ça apporte vraiment une autre dimension quand on parle avec une personne, qu'on l'accueille dans tout ce qu'elle est et que en plus on prend soin d'elle, qu'on la masse, qu'on la berce, qu'on la nourrit. Genre c'est vraiment ça donne une dimension super puissante à ce qu'on peut offrir aux personnes. C'est très beau.
Et puis pour moi, ça a aussi été une grande reconnexion avec le corps des autres femmes, avec mon corps aussi à moi, parce qu'on est tellement imprégné de ces injonctions normatives sur le corps des femmes qu'en fait, je me suis rendu compte que on voit peu de corps, d'autres corps dénudés de vraies femmes de la réalité. On voit celles Oui, des magazines. Et du totalement. coup, en fait, on a une vision qui est complètement biaisée. Et quand on Mmh. laisse quelqu'un et quand on est dans cette optique de lui offrir de la bienveillance, de la douceur, ben les gens ils sont magnifiques en fait. Donc ça a été très beau aussi ça. Donc euh, donc voilà. Donc au départ j'ai découvert tout ça. Euh, et puis j'ai souhaité du coup mieux connaître d'où venait ce soin, d'où venaient toutes ces choses dont on nous parlait, du cacao, tout ça. Ouais, Donc je me suis formée avec d'autres personnes qui sont issues de ces traditions et qui ont pu aussi parler de leur culture, de leur mythologie. Et j'ai trouvé que c'était très beau, très poétique, très intéressant. Mais que ça me renvoyait aussi très douloureusement au fait que pour nous c'était vide sur ces questions-là en fait. c'est vrai. Mmh. Et du coup, je sortais de là finalement en étant comme attristée. Mmh. Et après, il y a aussi cette question d'appropriation culturelle qui s'est présentée avec force. Et du coup, je savais plus trop comment pratiquer en fait ce soin. Enfin, en réalité, ce soin à l'autre que j'aime tant apporter, je savais plus comment le faire bien en étant alignée avec mes valeurs. Ouais, Et du coup, entre le fait que j'avais l'impression que pour nous, il y avait quelque chose qui avait disparu et qui était important d'aller retrouver, plus le fait que j'étais plus capable de faire ces soins comme j'avais l'habitude de faire, je me suis dit, bon, allez, go, va faire des recherches, quoi. Donc, tout simplement, j'ai commencé à lire, parce que, j'avoue que j'ai une approche assez intellectuelle des choses. C'est comme ça que je suis. Peut-être que d'autres personnes auraient fait un autre chemin pour finalement aller vers ce matrimoine, mais en tout cas, ça a été le mien. Et du coup, voilà, au travers des écrits des sages-femmes, des historiens, des historiennes de la naissance, des mythologues, des ethnologues, des folkloristes, en fait, quand on s'y intéresse, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Et après, il y avait bien sûr toujours cette idée de trouver des choses qui soient pratiques, parce que même si je trouve que c'est absolument passionnant de découvrir la mythologie et que ça apporte aussi beaucoup de sens et de profondeur à ce qu'on découvre dans la pratique, pour moi les deux sont liés. mmh, J'avais quand même besoin d'outils en fait. Qu'est-ce qu'on mange, comment on ouais. soigne, comment est-ce qu'on fait les bandages du ventre et du bassin, quelles sont les plantes qu'on utilise, quels sont les rituels qui sont mis en place, voilà. Donc c'est un long travail aussi d'aller J'imagine. retrouver Ouais. ces choses bien précises, parce que c'est pas forcément là que ça commence, quoi. Enfin, qu'en tout cas, c'est pas là où les historiens sont C'est sûr, forcément le plus c'est sûr. intéressés, quoi. Pour le coup, je rebondis tout de suite. Pourquoi, alors tu en as parlé tout à l'heure un peu appropriation culturelle, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, en tout cas, même quand on fait les formations de doula ou quand on parle de rituels ancestraux, on exclut en quelque sorte, en priorité, en tout cas les premiers qui arrivent sont pas forcément ceux qui sont français ou européens. Est-ce que tu as trouvé un petit peu des réponses à cette perte-là? Oui, bien sûr. En fait, parce que ces traditions-là, finalement, elles ont été en quelque sorte oubliées, ou en tout cas, elles ont été volontairement écartées. Ouais, Et du coup, c'est un phénomène qui est assez complexe et qui a quand même pris du temps, mais qui est lié à un changement de mentalité, en fait, qui apparaît avec la Renaissance et puis qui s'intensifie au moment de la Révolution française, et qui est vraiment un peu la base de notre pensée actuelle de mmh, nous occidentaux, avec l'idée, voilà, d'un État-nation qui est garant d'une cohésion sociale et qui passe du coup par, en tout cas c'est la vision française, parce qu'elle est vraiment très française, par une unification des traditions, des langues, des coutumes. Et puis après toute l'émergence de nos institutions modernes avec l'école, la justice, hein, notre vision de la démocratie, de la laïcité qui est quand même très particulière aussi. Et donc cette idée que nos modes de vie traditionnels, qui sont finalement issus de toutes les influences européennes, parce que l'histoire de France elle est complexe et que les régions, finalement c'était comme un espèce de petit patchwork qu'il a fallu passer sous ce rouleau compresseur de la modernité, en disant maintenant qu'il fallait être neutre en fait, et que par exemple il fallait se départir des langues régionales et parler le français, qu'il fallait pas avoir d'accent, et puis même notre vision de la laïcité encore aujourd'hui qui fait beaucoup débat. Voilà, il y a cette idée finalement très artificielle ou très naïve d'une neutralité en fait. Euh,
et du coup, aussi, se départir de nos traditions chrétiennes, enfin pas que je sois, passionnément chrétienne, pas du tout, mais Oui, mais ce oui. que je veux dire, c'est qu'en tout cas, en perdant aussi ces rituels chrétiens, on a aussi perdu ces sources païennes, Oui, que le christianisme contenait. Et en oui, fait, même d'un point de vue culture générale, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai fait des études de littérature et de théâtre, donc j'ai beaucoup étudié, tous les textes antiques et aussi, biblique d'un point de vue en fait littéraire, et c'était très riche, pour ma culture générale. Mais je me rends compte aujourd'hui, notamment quand je fais ma transmission, que beaucoup de gens ne connaissent pas, ni la mythologie grecque et romaine, ne connaissent pas non plus les textes bibliques. Enfin voilà, ça, on s'est coupé en fait simplement d'une partie de notre culture. Hem, donc il y a voilà cette vision-là, et puis il y a aussi l'arrivée de la science et de la médecine moderne, et que, voilà, les médecins, les sages-femmes, enfin en tout cas les praticiens de cette science moderne ont aussi, un peu, balayé ce qu'il y avait avant, et ils supportaient pas la concurrence des soins et des médecines oui, traditionnelles que représentaient les matrones, les guérisseurs, les guérisseuses, les rebouteux, les reboteurs, voilà, qui ont été décrits comme des charlatans c'est ça. ignares, Mmh, et que c'était un passé obscur dont il fallait, se départir. c'est Et ça. puis pendant toute cette période aussi, c'est aussi la période de la colonisation, de l'esclavage, du commerce triangulaire, d'une idée d'une Europe, civilisée qui doit dominer les autres, dominer les autres cultures, que les femmes c'est des mineurs à vie, enfin voilà, Mmh. alors que c'est un petit peu tout ça qui se mélange en fait, et qui je pense imprègne encore finalement beaucoup aujourd'hui notre regard, sur le monde, certainement à notre corps défendant, enfin, mais qui est quand même là en fait, et on s'en rend pas compte. Voilà, donc en gros, on a un peu jeté, le bébé avec l'eau du bain, et puis, du coup, nos traditions, elles ont lentement décliné avant de disparaître finalement, pendant cette période d'entre-deux-guerres, quoi. Dans ta pratique aujourd'hui, en tant que doula, est-ce que tu as des freins ou pas? Hem, oui et non, enfin, c'est vrai que pas tant que ça en réel enfin, j'ai l'impression que pas tant que ça, mais en fait, par exemple, les personnes qui auraient souhaité que je les accompagne lors des naissances ces dernières années, et qu'elles ont été des personnes, on va dire, polies et sages, et du coup, elles ont demandé, si elles Ah, pouvaient, amener leur doula avec elles, le ouais, jour de la naissance. On m'a répondu non. voilà. Donc, Mmh. mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai accompagné, ma sœur lors de son accouchement, déjà, en fait, on n'a rien demandé du tout, on s'est pointé et puis c'est Ouais, tout. ouais, c'est Après, ça. j'avais aussi c'était ma sœur, mais Oui, même si ça ne l'avait pas été, on aurait simplement pu dire que j'étais son amie, enfin voilà, que j'allais être là, quoi, en fait. oui, c'est ça, Et c'est ça. mais c'est vrai Oui, que les gens, osent pas, ils sont polis, et puis ouais. ensuite, surtout, il y a la question d'avoir, son compagnon, sa Mmh. compagne. Et ce que je comprends complètement, et du coup, en fait, souvent, les hôpitaux, disent qu'il peut pas y avoir 2 personnes, C'est ça. bref, C'est ça, ça mais ça ça montre encore une fois tout le le chemin et toutes les impasses qui restent encore, par rapport en tout cas au métier de doula en France. Vraiment, il y a encore, beaucoup, beaucoup à faire. Si on revient sur, les rituels, et les traditions, que tu as, étudiées, que tu as appris, dans les écrits, anciens, est-ce que tu pourrais nous en décrire, quelques-uns, qui sont vraiment marquants et que tu pratiques, aujourd'hui? Oui, mais alors, en fait, Il y en il a y en a plein, vraiment, j'imagine. ouais, il y en a Ouais, vraiment beaucoup. En fait, c'est très riche, ouais, et puis je suis, en fait, un peu aussi en permanence en train d'essayer, parce que, ouais, enfin voilà, genre qu'est-ce qui fonctionne, tout ça. Mais je sais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, et que j'ai fait pour moi, même à titre personnel, oui, il y a par exemple, le sachet accoucheur. Je trouve que c'est oui, vraiment, un beau rituel, une belle tradition où, du coup, chaque personne, enfin donc c'est, de base, voilà, c'est un petit pochon de tissu dans lequel les gens mettaient, des, objets sacrés, un chapelet, une image sainte, oui, un petit peu de cire, qui resterait d'un cierge béni qu'on a fait brûler. Et tout ça était, conservé dans ce petit pochon de tissu. On mettait aussi, par exemple, des prières qu'on avait, pliées dedans, et ouais, puis qui se transmettaient de génération en génération, qui se transmettaient aussi aux voisins, aux voisines. ouais,
Et puis quand chaque génération rouvrait le petit pochon, rajoutait ces petits objets, et puis voilà, ça, s'il était abîmé, on n'enlevait même pas le tissu, on en remettait un par-dessus, parce que Ouais. tout était finalement tout était imprégné de cette Mmh. sacralité, de cette protection, Ouais. de toute cette énergie qui se rajoutait. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette belle tradition, et Ouais. du coup, j'ai demandé aux personnes qui sont venues, par exemple, du coup, à mon mama blessing, Oui. de ramener un petit objet symbolique. Donc j'ai bien expliqué que c'était pas la valeur de l'objet en soi qui était importante, Mmh. mais vraiment plus le symbole qu'on y Oui. mettait. Et puis chaque personne l'offre en disant pourquoi est-ce qu'il a choisi ça. Alors ça peut être un poème que la personne a écrit, puis elle le lit, puis elle dit pourquoi est-ce que elle a choisi ce poème. Ouais. Ça peut être voilà un coquillage parce que ça rappelle des vacances ou je ne sais quoi. Bref, donc Ouais. ça fait un moment très émouvant, et puis la personne elle peut les garder dans un petit pochon de tissu. Donc voilà, c'est des petites choses simples comme ça. Euh, et après, je sais qu'il y a aussi des rituels que je trouve aussi beaucoup plus drôles, Ouais. même si aujourd'hui ils ont moins de sens, mais qui en réalité sont toujours pratiqués. Par exemple, dans le Berry, il y a un saint qui s'appelle le Saint Greluchon. C'est un Ouais. saint phallique, donc ça veut dire qu'il a un phallus en bois, Oui. et du coup les femmes venaient gratter ce phallus de bois, récupérer de la poussière Ouais. de bois, la mettaient dans un verre d'eau et la buvaient. Ouais. Et ça, au 19e siècle, ça a énervé un prêtre parce que du coup, ça abîmait la statue. Oui. Du coup, il avait décidé d'emmurer la statue. Alors du coup, les femmes, elles allaient se frotter contre une statue d'un gisant qui était un comte local qui était Ouais. enterré dans cette chapelle. Donc elles allaient se frotter dessus. Alors du coup, ça l'a encore énervé. Donc il a mis un grillage autour de ce gisant. Il a emmuré la statue. Et alors du coup, les gens, ils sont allés gratter la dalle de pierre pour récupérer cette poussière et pouvoir continuer leur Incroyable. leur rituel, Mmh. et ça existe encore aujourd'hui. Incroyable. Donc voilà, il y en a plein des petites histoires comme ça qui sont amusantes, et en même temps on voit bien que même si on est rentré dans ce monde de la modernité, de la science et de la pensée logique, euh, Mmh. finalement quand on est en détresse et que voilà on n'arrive pas à concevoir un enfant et qu'on Bien attend sûr. Mmh. on se dit qu'est-ce que ça coûte d'aller Totalement. faire une prière et d'aller Totalement. gratter Totalement. de feuilles de bois, genre, on fait Voilà, pas s'il y en a qui sont faire dans le le Berry, le message est passé. Mais donc non, c'est super intéressant effectivement, puis toujours cette forte, connotation au symbole, à la symbolique, qu'on y met derrière, donc c'est hyper intéressant. De quand datent les plus anciens, écrits que tu as étudiés? alors moi, je me suis beaucoup intéressée à l'époque moderne, du coup, à partir de la Ouais. Renaissance, parce que c'est là où finalement on a le plus de sources. Ouais. Mais enfin voilà, j'ai aussi trouvé des rituels qui datent du Moyen Âge, et certains je trouvais assez émouvants. Par exemple, il y en avait un sur si une femme, elle avait perdu un enfant, et du coup, par exemple, pour du coup faire passer sa douleur, en fait, elle pouvait aller sur la tombe de l'enfant, prendre de la terre Ouais. fraîchement du coup retournée, la mettre dans un linge noir, et puis enfin dans de la laine teintée en Oui. noir, et puis aller la vendre à un marchand en disant je te vends cette laine, qu'elle disparaisse avec le grain de tristesse, quelque chose comme ça. Et ça, Ouais. ça OK. datait du Moyen Âge. Mais Ouais. ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est de voir qu'en fait, même si ces traditions, ces rituels qui existent même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, vraiment, il y en a plein, quoi. Ouais. Quand on remonte le fil de l'histoire, quand on s'intéresse, on se rend compte qu'en fait, ils sont très très anciens. Et par exemple, on le voit avec tout ce qui est les ceintures de naissance qui ont été Mmh. utilisées jusqu'au début du XXe siècle, avec vraiment une variété d'usages de ces ceintures. Ça pouvait être des rubans qu'on mettait Mmh. autour du ventre, ça pouvait être des ceintures qu'on mettait autour des hanches pendant la naissance. Euh, en fait, on peut faire le lien avec les traditions antiques des cultes à Artémis. Oui. Donc, on voit comme c'est long en fait, comme ça se perpétue, et comment finalement même le changement Oui. euh, de religion avec des religions païennes puis une religion chrétienne, finalement n'a pas arrêté Oui. ces rituels Oui, en c'est fait. ça. Ouais, ouais, c'est ça.
Alors le soin, dont on a choisi en tout cas de parler aujourd'hui, faire un focus dessus, c'est le fameux soin des matrones dont tu parles d'ailleurs, aussi, régulièrement sur tes publications. Est-ce que tu peux nous développer, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste-t-il et quels sont les bienfaits surtout de ce soin? Alors, oui, du coup, qu'il a pas mal de bienfaits. Enfin, l'idée, il a vraiment été pensé comme un soin pour les personnes qui viennent d'enfanter et c'était quelque chose qui était pratiqué, du coup, dès la naissance du bébé, en fait, Ouais. et qui était fait tous les jours sous forme de plein de petits soins différents. Oui. Et que du coup, moi, j'ai condensé d'une façon un peu artificielle pour que ça tienne sur 2h30, 3 heures, parce que hélas aujourd'hui tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une doula qui viennent tous les jours chez soi pour faire Ouais. ces différents soins. Oui. Du coup voilà, c'est une façon de le faire en une fois. Et du coup je me suis principalement basée du coup sur les écrits de Louise Bourgeois, qui elle les a vraiment détaillés avec vraiment très méticuleusement. Oui. Et j'ai trouvé ensuite beaucoup de références dans d'autres textes qui confirmaient qu'effectivement ces soins avaient lieu dans toute l'Europe, Oui. et notamment le bandage du ventre et le bandage du bassin. Mais voilà, que elle l'a vraiment fait de façon très, comment dire, brillante. Oui. On voit qu'elle aimait faire ça, quoi. Oui. Et du coup, l'objectif, c'est d'accompagner cette transition finalement d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, de venir aider le corps à se remettre en faisant des frictions sur le ventre. On va remettre du mouvement, faire circuler le sang, faire circuler la lymphe. On va aider les organes internes à retrouver leur place en faisant le bain de vapeur. Et les plantes médicinales qui sont utilisées, j'ai regardé, elles ont effectivement toutes des propriétés utérotoniques. Donc c'est pas pour rien qu'elles étaient mises là. Ça va aider la cicatrisation du périnée, ça va Oui. lutter contre les hémorroïdes, lutter contre les varices vulvaires, aider le vagin et l'utérus à reprendre leur place. Il y a aussi des frictions sur les jambes. Là encore, on va stimuler la circulation sanguine parce que on sait que après une naissance, voilà, il peut y avoir des soucis même graves au niveau de ces phlébites, enfin de cette circulation sanguine des jambes. Donc ça, Oui. c'était bien sûr déjà connu. Mm. Donc voilà. Puis l'idée, c'est aussi, elle met un cataplasme sur le ventre pour aider la peau à retrouver sa consistance, Oui. pour atténuer les vergetures. Les boissons qu'elle propose également, qui sont et la nourriture qui est antidouleur, qui est restauratrice. Donc tout ça est très bien pensé, hein. On voit qu'il y a vraiment une vraie intelligence de l'expérience, et même Bien sûr. les macérats qu'elle utilise sont adaptés parce qu'ils sont antidouleurs, ils sont circulatoires, donc cicatrisants. Oui. Donc voilà, donc tout ça fait un tout très cohérent et très puissant à utiliser. Alors ça, c'est un soin que tu pratiques et j'avais aussi besoin de te demander parce que par rapport à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, une question un peu en parallèle, mais est-ce que tu formes toi aussi d'autres doulas, d'autres professionnels à ce soin précis? Et est-ce que tu informes aussi, parce que tout ton savoir, j'ai envie de dire, mérite d'être transmis. Est-ce que aussi tu organises en tout cas des sessions où tu peux transmettre tout ce savoir-là? Oui, tout à fait. Du coup, j'ai une transmission qui dure 3 jours D'accord. où on aborde à la fois toutes ces questions théoriques, ces questions pratiques, la cuisine, le soin des matrones, les plantes, et puis d'où viennent aussi toutes ces traditions, et quelles étaient un petit peu la vision du monde, voilà, d'avant cette période finalement Oui. moderne qui a tant changé notre regard. Sur la question de l'alimentation restauratrice, tu en as parlé dans le soin des matrones, sur les boissons, sur l'alimentation qui est prise, qui est très très importante en postpartum principalement. Est-ce que j'avais un petit focus sur l'une de tes dernières publications. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage nous expliquer ce qu'est que le placenta d'anniversaire?
Alors, en marge de la restauration, enfin de l'alimentation restauratrice, mais un petit focus là-dessus parce que j'ai trouvé ça mais hyper intéressant, pas du tout connu, enfin en tout cas peu connu. Et voilà, qui mieux que toi pour en parler. Oui, du coup, il y a voilà une idée comme quoi ce placenta, ça vient du latin, en fait, ça signifie le gâteau. Oui, Et on le retrouve dans les rites placentaires qui sont voilà qui où en fait il y avait certainement une placentophagie en fait, oui, donc une consommation du placenta, et que du coup ça s'est retranscrit en fait dans des rituels, parce qu'ensuite il y a eu un peu un abandon de ces traditions de manger ce placenta. oui, Et du coup, ça a été remplacé par la symbolique du gâteau. Plutôt que de ouais, manger le placenta, on mange oui, un gâteau, ouais, mais qui était toujours paré des mêmes vertus ouais, que le placenta, c'est-à-dire la fertilité, la régénération, la mmh, vie en fait. ouais, Euh, donc, notre gâteau d'anniversaire pourrait être en fait une représentation de ce placenta que oui, l'on célèbre chaque année. ouais, Mais je trouve que c'est très beau, d'autant plus dans notre culture où nos placentas nous sont volés en fait. Euh, c'est compliqué de les récupérer. mmh, Et ça, on le voit bien dans l'histoire, comment c'est vraiment la médecine qui a imposé ça. Que les sages-femmes, quand elles allaient dans les foyers, voilà, à partir du 19e siècle, elles refusaient de rendre les placentas aux familles. Normalement, ils étaient enterrés sous la maison, dans le jardin, oui, à un lieu bien précis. Et elles refusaient de les rendre, et elles les jetaient dans la cheminée pour les brûler. Donc voilà, ça s'est fait aussi de façon mmh, assez violente, ouais, ouais, mmh mh. cet abandon des traditions en fait. Enfin, ça a été clairement un abandon forcé. Oui, 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 Donc voilà. très Et dur. c'est marrant Mmh. parce que en allemand, alors je saurais pas plus dire le mot en allemand parce que je ne parle pas du tout allemand, mais en fait le mot placenta, ça veut dire le gâteau de la mère, quoi. Donc D'accord. c'est très clair en fait. C'est ça, super intéressant en tout cas, effectivement. Et alors sur l'alimentation restauratrice, que tu proposes, toi notamment dans le soin des matrones, entre autres, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'importance justement de cette alimentation, à avoir, en postpartum? Mais simplement que le corps qui a créé un enfant, un bébé, bah, en fait, c'est juste, bah, le travail, le plus exigeant qu'il puisse y avoir pour le corps humain, Mmh. qu'on va puiser très loin dans nos réserves. Et c'est pas pour rien qu'on dit que justement il y a une expression qui dit un enfant une dent, Mmh. où en fait on va tellement prendre dans notre calcium, dans nos minéraux, qu'en fait on peut carrément développer de l'ostéoporose, des caries, des choses comme ça. Mmh. Donc c'est vraiment important de se nourrir correctement avant, pendant et après une naissance, Oui, notamment quand on allaite. Voilà, les besoins en collagène ils augmentent, les besoins en fer, les besoins en minéraux, enfin en fait tout augmente. oui. Et ça même si on en parle de plus en plus, c'est pas encore assez pris en compte. Et du coup, pareil, nos traditions, c'était très clairement marqué aussi, et on nourrissait les jeunes accouchés d'une certaine façon. Pareil pendant la grossesse. Par exemple, les femmes avaient le droit, même en se baladant, d'aller prendre tous les fruits des vergers. Enfin, elles pouvaient manger autant qu'elles voulaient, alors que normalement c'était interdit, mais quand on est enceinte, il y avait ce passe-droit en D'accord. fait par Ouais, rapport à la nourriture. ouais. Donc voilà, et pareil, j'ai retrouvé en fait d'anciennes recettes de cuisine euh, dans ces textes, voilà, où par exemple Louise Bourgeois, elle nous parle de la soupe de l'accouchée, qui est donc une soupe antidouleur, et elle met des épices, elle met certains éléments exprès pour du coup venir nourrir, régénérer, et puis soutenir ce corps qui vient d'accoucher. Et j'en ai trouvé aussi beaucoup d'autres, et c'est aussi beaucoup des recettes familiales en fait, Oui. dont on a l'habitude. Mais voilà, des viandes riches en collagène, Mmh. le bouillon de poule, les œufs, le lait frais, la crème, tout ça, ça fait partie de ces éléments restaurateurs qui sont un peu nos super aliments à nous, Mmh. et qu'on redécouvre aujourd'hui. Là, on écrit beaucoup à propos du bouillon d'os. Je veux dire, enfin, voilà, c'est aussi un retour à nos traditions. Totalement, Donc totalement. ouais, du coup, une des boissons que j'adore, par exemple, c'est le lait de poule. Oui, C'est délicieux. Tout le monde connaît de nom, mais finalement, il n'y a peu pas tant de oui, gens que ça qui le cuisinent. c'est vrai. Si on aime la crème anglaise, ça s'en rapproche un peu, Oui, c'est un peu vrai. moins riche, mais Oui, oui, voilà, en oui. tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et que tout le monde aime, enfin beaucoup de gens aiment en tout cas.
l'importance aussi des plantes, aussi tant dans les soins de vapeur dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi retourner aux épices, comme tu dis, qui ont des vertus, et les plantes aussi qui sont très intéressantes, que ce soit d'ailleurs tout au long de notre maternité, j'ai envie de dire avant, pendant et après. Là aussi, tu proposes aussi un retour, ou en tout cas un enseignement sur les vertus de ces plantes. Oui, bien sûr. Et puis le soin des matrones est très riche en plantes. Voilà, elles sont présentes dans le bain de vapeur, dans le cataplasme, dans les macérats, donc en hydrolat aussi. Donc vraiment, on les utilise presque de toutes les façons. J'aime aussi beaucoup mettre de l'encens. J'utilise un encens à la rose, ou bien sinon j'utilise du bois de cade que je fais brûler. Enfin, voilà, tout ça participe en fait de la richesse de ce soin en fait. Alors pour finir cet épisode, est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à tout ce qu'on vient de dire aux mamans, aux auditrices qui nous écoutent, un message qui est fort et qui t'anime en tout cas aujourd'hui, dont tu souhaiterais partager? Je dirais simplement d'avoir la curiosité en fait de découvrir nos propres traditions. Que non, c'est pas vrai, elles ont pas disparu, et que voilà, elles nous ont en réalité plutôt été volées en fait. C'est juste comme ça que je le vois. Et que du coup, aller les redécouvrir, c'est aussi se réapproprier nos traditions, savoir d'où on est issu, et qu'en fait on n'est pas issu de rien. Je trouve que ça apporte aussi beaucoup de profondeur et beaucoup de douceur. Et moi, je sais que j'aime beaucoup cette figure de la matrone et des commères, et celles qui sont mères ensemble. Je trouve que c'est tellement doux de s'imaginer en fait ce monde où la solidarité féminine, elle est vraiment au centre des relations sociales des femmes, quoi. Et je trouve que c'est beau, et je trouve qu'on en a besoin. Donc voilà, donc j'invite les doulas que ça intéresse à se réapproprier tout ça, et aussi à venir finalement incarner un petit peu ces grand-mères, quoi. Enfin, nos grand-mères, en fait. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Célia. Je ne sais pas si on a vraiment brassé, en tout cas, les sujets dont tu souhaitais aussi parler, si on en a oublié un ou pas, ou si c'est bon pour toi. Je pense que oui, qu'on a fait le tour, grosso modo. On a un bon essentiel, en tout cas, on a senti le message et la richesse très, très importante, en tout cas. Et de toute façon, j'invite toutes nos auditrices à aller faire un tour aussi sur ton compte extrêmement riche, et à se reconnecter à ces racines-là, les nôtres, et puis aller un petit peu, en tout cas, s'en inspirer dans les pratiques pour les doulas qui nous écoutent. Merci beaucoup, Célia, vraiment. À très bientôt, et merci encore pour cet échange extrêmement riche. Oui, merci, à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série avec Myriam, qui est accompagnante au développement psychosexuel de l'enfant. Un épisode essentiel pour tous les parents d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Prévenir les abus, la notion de consentement et d'intimité seront les sujets phares de cet épisode. Mais en attendant de retrouver Myriam, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.